mardi 3 mars 2021. Notre rendez-vous de l'immobilier aurait dû se tenir à la salle du Sénéchal à Toulouse. En raison de la crise sanitaire, nous avons organisé la conférence dans les locaux de notre association. Les adhérents qui se sont inscrits peuvent la visionner en direct via la plateforme de visioconférence Zoom. Je les salue et leur précise qu'ils peuvent poser des questions via le chat qui apparaît sur leur écran en bas à droite. À l'issue de la conférence, nous sélectionnerons certaines de ces questions et les soumettrons à nos intervenants. Ceux qui ne peuvent être en direct avec nous ce soir pourront nous retrouver sur le site internet de notre association. Nous remercions nos intervenants qui ont accepté d'être filmés. Le thème de la soirée porte donc sur la notion de logement décent. Pour comprendre ce que les propriétaires doivent savoir en la matière, nous accueillons Maître Valérie Redonray, avocat et consultant à l'UNPI 3109, et Françoise Tournier-Salès, juriste et consultante à l'UNPI 3109. Nous espérions un représentant de la Caisse d'allocation familiale, mais nous n'avons pas reçu de suite à notre demande. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Merci d'être présente. Avec plaisir. Je me tourne vers notre juriste. Quelle est la notion de logement décent et quelle est son évolution? Alors déjà, en 1990, la loi Besson consacre le droit au logement et précise qu'il doit être décent et indépendant. En 1995, le Conseil constitutionnel fait de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent un objectif à valeur constitutionnelle. En 2000, la notion de décence est introduite dans la législation par la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, loi du 13 décembre 2000, mettant à la charge du bailleur l'obligation de délivrer un logement décent. Dès 2002, un décret en précise les critères. La notion de décence vaut pour le logement de manière générale, mais aussi pour les éléments d'équipement dont il est garni. C'est ce décret, modifié par différents textes, qui est applicable à ce jour. En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ajoute à ce décret un nouveau critère de performance énergétique minimale. En 2018, le Conseil d'État valide cette notion de logement décent. En 2019, la loi énergie et climat reporte le critère de performance énergétique minimale jusqu'en 2023. On voit bien l'évolution donc de cette notion. Et il faut savoir également que les règlements sanitaires départementaux participent également à cette notion. Le bailleur doit s'assurer que son bien est conforme au décret de 2002 donc, sur la décence, mais aussi au règlement sanitaire départemental avant de consentir un bail. On rappellera en outre que le respect des règles de décence est une des conditions de versement des aides au logement. Selon l'article L542.2 du Code de la sécurité sociale, un logement doit être décent pour ouvrir droit aux allocations logement, qu'il s'agisse des APL, des allocations logement social, allocations logement familial, etc. Les CAF interviennent également au niveau de la prévention et de la résorption concernant ces problèmes de décence. Maître Redonray, brièvement si c'est possible, quels sont les textes applicables dans la relation propriétaire-locataire? Alors, en textes principaux, nous avons l'article 1719 du Code civil. Que dit cet article? Je vais vous le citer. Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il ait besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ça, c'est le texte principal. Mais également, la loi du 6 juillet 89 est venue compléter cette obligation générale visée dans le Code civil. C'est l'article 6. Cet article 6
est un texte d'ordre public où je reviendrai ultérieurement, c'est-à-dire que le bailleur ne peut en aucun cas y déroger ou s'en exonérer. Que dit cet article? Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Également, à côté de ces deux articles, l'obligation de délivrance d'un logement décent se trouve également visée à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 89, pour lequel je reviendrai ultérieurement, puisqu'il correspond aux procédures que le locataire peut engager si par impossible le bailleur ne respecte pas son obligation de délivrance. Madame Tournier-Salès, quelles locations sont concernées à ce jour? Alors, toutes les locations à usage d'habitation sont concernées dès lors qu'il s'agit de la résidence principale du locataire. Il s'agit donc des locations régies par la loi du 6 juillet 89, meublé ou vide, logement conventionné, logement HLM, logement soumis à la loi de 48, logement de fonction, logement de travailleurs saisonniers, baux commerciaux également pour ce qui est de la partie habitation. Ne sont donc pas concernés les logements foyers, les logements destinés à des travailleurs agricoles ou encore les locations à caractère saisonnier ou touristique qui relèvent d'un régime spécifique. Maître Redonret, que dire de l'obligation de délivrance d'un logement décent? Alors, l'obligation de délivrance est d'ordre public, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Il en ressort que l'obligation de délivrance qui s'impose au bailleur demeure une obligation fondamentale et essentielle. Et en aucune manière, le bailleur ne peut s'en exonérer par exemple, une clause dans le bail rajoutée par ce dernier, ou tout simplement parce que le preneur aurait accepté le logement en l'état. Au demeurant, et ça c'est très très important, cette obligation de délivrance, elle commence à l'entrée dans les lieux, mais elle perdure sur toute la continuité du bail. C'est-à-dire que c'est une obligation successive, je vais dire, qui continue et qui perdure dans le temps. Donc, tant que le logement est occupé dans le cadre d'un bail d'habitation principale, le bailleur doit tout mettre en œuvre pour respecter son obligation de délivrance conforme. Madame Tournier-Salès, quelles sont les caractéristiques du logement décent? Alors, Maître Redonret l'a précisé tout à l'heure, le logement décent est défini par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire. Il doit être exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Il doit répondre à un critère de performance énergétique minimale, nous en parlerons tout à l'heure. Et ce critère a été rajouté donc, par la loi de transition énergétique. Un décret en Conseil d'État définit ce critère de performance énergétique minimale à respecter selon un calendrier de mise en œuvre échelonné. Et il doit être doté en sus des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Dès lors, quels critères de santé et de sécurité physique sont applicables, Madame Tournier? Alors, je vais réduire un petit peu parce que les textes sont assez longs. Donc, le gros œuvre clos et couvert doit être en bon état, protégé contre les infiltrations d'eau. Les dispositifs de retenue des personnes sont en bon état, garde-corps, fenêtres, escaliers, balcons, seraient considérés comme non décents une rampe d'escalier détériorée ou rouillée, mais je ne vais pas donner trop d'exemples parce que Maître Redonret va nous en donner tout à l'heure. L'éclairement naturel des pièces principales doit être suffisant. Elle bénéficie d'une fenêtre ou d'un volume vitré. Très bien. Maître Redonret, quelles sont les précisions que vous souhaitiez apporter? Alors,
J'aurais plein de précisions à apporter parce qu'il y a beaucoup de décisions de justice aujourd'hui concernant l'indécence du logement. Alors, pour ma part, il y a certains postes d'indécence du logement qui ressortent systématiquement lors des audiences devant le tribunal faites par les locataires, car ce sont des désordres quasiment décelables. Et là, je vais vous citer des exemples et notamment des extraits de décisions de justice parce que ces décisions de justice parlent d'elles-mêmes. Alors, en premier lieu et poste d'indécence le plus souvent invoqué, c'est le problème de l'humidité du logement. Alors, je vous lis un extrait d'une décision de justice qui parle d'elle-même, comme je vous le disais, se fondant sur le rapport d'expertise de la compagnie d'assurance et sur le constat de l'ARS, qui concordait et démontrait que l'humidité était liée à un défaut d'étanchéité et à la vétusté du bien. Le juge a considéré que ce désordre rendrait le logement insalubre. Que dit cette décision? Elle dit en clair que le locataire doit être indemnisé dès lors que le tribunal a considéré l'indécence du logement, lequel a exclu surtout, et ça c'est très important, toute responsabilité du locataire. Le locataire ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir un défaut de chauffage et de ventilation imputable au preneur dans la mesure où le fonctionnement de la chaudière et des radiateurs était défectueux dès l'origine. Voilà, ça c'est un petit extrait d'une décision de justice qui, à mon sens, résume toute la question des problèmes d'humidité que l'on rencontre aujourd'hui dans certains logements du fait de l'indécence du local. Également, une autre décision de justice, c'est concernant la retenue des personnes dans le logement. La responsabilité du bailleur, elle peut être retenue dès lors que, du fait plutôt du basculement dans le vide d'un locataire. Par exemple, une fenêtre ne dispose pas d'une barre de sécurité, ce qu'on appelle nous une allège, suffisante en hauteur. Le locataire bascule et la responsabilité du bailleur est engagée tout simplement parce que le Code de la construction et de l'habitation prévoit une certaine hauteur et mesure pour protéger notamment les fenêtres en étage d'immeuble. Également, autre poste qui ressort toujours quand le locataire met en avant des problèmes, des désordres dans le logement, c'est l'installation électrique. Alors, l'installation électrique, il faut qu'elle soit suffisante, comme Mme Tournier vous le rappellera tout à l'heure. Une installation électrique insuffisante peut caractériser un logement indécent, tant en ce qui concerne les parties privatives, mais également les parties communes. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que même dans les couloirs d'un immeuble en partie commune, il faut que l'installation électrique soit conforme. Voilà. Un autre exemple de conformité, le fait que le locataire ne peut exiger, et ça c'est important, la mise en conformité de l'installation électrique à des normes arrêtées plusieurs années auparavant, que s'il démontre la dangerosité de l'installation ou l'existence de troubles dans la jouissance de ces éléments d'équipement. Voilà. Alors, c'est quelques exemples, les exemples qu'on retrouve très fréquemment. Madame Tournier-Salès, quels sont les éléments d'équipement et de conformité? Alors, Maître Redonré a évoqué un petit peu les éléments de confort, donc je vais faire un rappel. Donc, il s'agit d'un chauffage normal. La jurisprudence considère insuffisant l'absence de chauffage ou une cheminée ou un poêle ou encore un chauffage inadapté. La distribution d'eau intérieure au logement, potable avec un débit et une pression suffisante. Une cuisine ou coin cuisine permettant de recevoir un appareil de cuisson et qui doit être raccordé à l'eau chaude et froide. Les installations sanitaires qui doivent comporter un WC séparé de la cuisine et de la salle à manger, une baignoire ou une douche aménagée de manière à garantir l'intimité corporelle et comportant l'eau chaude et froide. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès, ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants,
indispensables à la vie quotidienne. Il serait plutôt indécent des protections anciennes, fusibles en porcelaine, à broche, qui doivent être remplacées par des mini-disjoncteurs aujourd'hui, des prises de courant trop proches des appareils de pointe d'eau ou encore des fils dénudés. Et il faut faire très attention parce que parfois, entre deux locataires, on peut se retrouver effectivement avec des installations électriques qui ont été parfois dégradées ou abîmées et le bailleur, avant de relouer, devra faire les travaux nécessaires. Une réponse ministérielle précise qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une mise aux normes d'une installation électrique bien qu'ancienne, qui n'est pas dangereuse. Mais il doit toutefois, le propriétaire doit faire le nécessaire pour qu'elle soit en sécurité. En résumé, le bailleur n'est pas obligé de délivrer au locataire un logement neuf, bien sûr, mais un logement comportant des locaux conformes à l'usage prévu par le bail, propre, en bon état, immédiatement habitable, selon les critères énoncés ci-avant. Je crois qu'il existe aussi des critères en matière de surface et de volume. Oui, tout à fait. Alors, le logement doit avoir une surface au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond égale à 2,20 mètres et un volume au moins égal à 20 mètres cubes. Vous évoquiez plutôt la question énergétique. Quelles sont les règles applicables? Oui, alors je vais en parler, mais préalablement, je souhaiterais rappeler que nous avons publié un numéro spécial hors série sur la transition énergétique en décembre 2020. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais je crois que c'est quand même intéressant. On le vend également, donc les personnes qui sont intéressées peuvent l'acheter. Et nos adhérents, je crois, l'ont reçu, si je me trompe. Avec le numéro de décembre 2020, l'année dernière. Voilà. Donc, je voulais le préciser. Donc, concernant la performance énergétique, le logement doit être protégé, bien sûr, contre les infiltrations d'air parasites. Les portes, fenêtres, murs, parois doivent présenter une étanchéité et une aération suffisante. Et on verra que ces critères de performance énergétique évoluent. Je vais en parler, mais il y a actuellement un calendrier qui va nous préciser justement cette évolution. La loi énergie et climat adoptée le 8 novembre 2019 vient modifier le raisonnement qui avait été élaboré par la Cour d'appel, qui n'avait pas donné de suite à un préjudice découlant d'une surconsommation élevée en électricité. Avec cette loi énergie et climat, le raisonnement va certainement être modifié puisque les logements devront répondre à un seuil maximal de consommation d'énergie par mètre carré et par an. Que va changer cette loi dans le secteur locatif et quel impact pour les propriétaires bailleurs? Alors, cette loi donc, définit des objectifs de politique énergétique. Elle réglemente les logements énergivores via un dispositif de rénovation énergétique. Il faut savoir qu'un décret du 11 janvier 2021, donc très récent, est venu préciser qu'un logement qui n'est pas conforme aux normes, n'est pas conforme aux normes, dès lors que sa consommation énergétique est supérieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable. En pratique, le logement ne peut être considéré comme décent qu'à la condition de ne pas dépasser la classe F du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE qui doit être joint au contrat de location. Les logements classés en catégorie G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2023, puisque le logement sera considéré comme indécent. Il faut savoir que d'ores et déjà, certaines dispositions ont été prises. À partir de 2021, un décret bloque toute réévaluation de loyer pour les logements de classe F et G dans 28 agglomérations en zone tendue. Cela veut dire que ce décret est aujourd'hui applicable. Il est applicable depuis le 1er août 2020. Un propriétaire bailleur ne peut pas réévaluer son loyer s'il ne se situe pas dans une classe énergétique minimum. Cette disposition s'applique lors de la relocation et lors du renouvellement du bail, pas au moment de l'indexation pour l'instant. En 2022, les propriétaires qui mettront à la location des biens énergivores dont la consommation est égale à 331 kWh par mètre carré par an
auront l'obligation de réaliser en sus un diagnostic, pardon, c'est plus un diagnostic, c'est un audit énergétique qui sera joint au diagnostic de performance énergétique certainement. L'audit comprendra des propositions de travaux, une estimation des coûts et une estimation des gains d'économie d'énergie. Il faudra en outre faire figurer sur les annonces de mise en location les dépenses théoriques d'énergie, quelle que soit la classe énergétique du bien. Tout manquement sera sanctionné. Actuellement, il y a des sanctions qui sont prévues, qui sont très importantes, puisque ça va jusqu'à 37 500 € d'amende. En 2023, à partir du 1er janvier 2023, les logements ne respectant pas le seuil de consommation énergétique de 450 kWh par mètre carré par an ne pourront réviser les loyers en zone tendue que s'ils font des travaux pour atteindre au minimum la classe énergétique E. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revaloriser. À partir de 2023, on ne pourra pas augmenter si on n'est pas dans une classe énergétique minimum. Les logements classés G par le DPE ne pourront plus être loués sous peine d'une action du locataire, bien sûr, en logement indécent. 2025, il est prévu que tous les logements classés en G par le nouveau GPE seront concernés par l'interdiction à la location. On voit l'évolution en fait de la législation à ce niveau qui devient de plus en plus rigoureuse pour les propriétaires bailleurs. Au 1er janvier 2028, il faut savoir que le gouvernement s'est engagé à interdire les 4 millions et quelques de passoires énergétiques à la location pour protéger les locataires contre les factures d'énergie trop élevées, notamment, et laisser le temps nécessaire aux propriétaires pour rénover les logements qu'ils louent. La consommation énergétique des logements ne devra plus dépasser le seuil fixé à 330 kWh par mètre carré et par an. Autrement dit, les propriétaires auront pour obligation de réaliser des travaux de rénovation pour atteindre à minima la classe E du nouveau DPE, sans quoi ils s'exposeront à des sanctions. Il existe des exceptions à cette obligation de travaux. Concernant les logements présentant des contraintes techniques ou architecturales ou encore patrimoniales qui ne peuvent réaliser des travaux permettant d'atteindre le seuil fixé, les logements pour lesquels le coût des travaux à réaliser apparaît disproportionné par rapport à la valeur du bien lui-même. Et cette loi prévoit en outre des pouvoirs permettant aux juges la mise en conformité d'un logement indécent. Je voulais préciser également que le projet de loi climat et résilience adopté par le Conseil des ministres le 10 février dernier vise à accélérer encore la rénovation des logements, notamment pour atteindre un parc de niveau basse consommation d'ici 2050. Sachez donc que l'UNPI envisage d'être très mobilisé sur cette problématique afin de réduire au maximum les contraintes concernant les bailleurs ou les reporter. Mais il faut quand même savoir que les pouvoirs publics sont fermement décidés aujourd'hui à éradiquer les passoires énergétiques le plus rapidement possible. Une précision complémentaire, un article a été fait dans le journal de février, voilà, sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, concernant l'interdiction pour un propriétaire bailleur de réévaluer le loyer si son logement ne correspond pas à un minimum de performance énergétique. Voilà, donc je vous précise. Très bien. Je crois que les nuisibles font partie également des critères de lutte contre le logement indécent, Madame. Oui, Tournel. alors effectivement, la loi Elan a rajouté ce critère compte tenu de la prolifération des punaises de lit. Toutefois, le texte a aujourd'hui un champ d'application qui peut être beaucoup plus large puisqu'il concerne les puces, les frelons, les insectes xylophages, les souris, les loirs, etc. Et je vais laisser la parole à Maître Rodon-Ray qui va peut-être nous dire quelque chose concernant ce paragraphe. Oui, alors la présence de nuisibles caractérisant un logement indécent, c'est tout récent. Donc on a très peu de jurisprudence à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, pour qu'un logement soit déclaré indécent du fait de la présence de nuisibles, faut-il encore que le locataire rapporte l'existence de ces nuisibles en nombre important. Alors, par exemple,
les factures d'achat de tapettes ou le constat d'un huissier qui se présente 2 fois au domicile à la demande du locataire et qui ne constate que dans ces 2 soirées-là que la présence, ou du moins la circulation, que d'une petite souris, ne saurait suffire à caractériser le logement comme indécent. Donc, c'est le nombre qui permettra éventuellement de rentrer en voie de condamnation à l'encontre du bailleur pour manquement à son obligation de décence. Madame Tourné-Salès, vous êtes membre de la commission de conciliation. Celle-ci est-elle sollicitée sur les questions de décence et quels sont ses résultats? Alors, je ne peux parler que de la Haute-Garonne, bien sûr, puisque je participe à cette commission, que je représente donc les propriétaires bailleurs et BNPI 31. La commission, en fait, est très peu sollicitée sur les problèmes de décence, qui représentent, selon nos statistiques, environ 2% seulement des saisines. La commission est saisie dans ce cas avant toute action du locataire envers les organismes publics. La plupart des dossiers que nous avons traités ont abouti à une conciliation, c'est-à-dire que le bailleur s'est engagé à faire des travaux et les parties ont signé un procès-verbal. Aujourd'hui, et plus particulièrement à partir de 2023, compte tenu des nouveaux critères énergétiques, il est possible qu'elle soit saisie davantage. Je rappelle que cette commission siège à la préfecture, qui en assure le secrétariat. La commission est composée de représentants de locataires et de représentants de propriétaires à part égale, associations représentant les locataires ou fédérations représentant locataires et propriétaires. Dans le cas où un adhérent serait convoqué devant cette commission, nous l'invitons à venir préalablement nous rencontrer puisque nous représentons les propriétaires bailleurs. Nous y siégeons à ce titre dans le collège des bailleurs, je l'ai précisé tout à l'heure. Très bien. Maître Redoré, je me tourne vers vous pour évoquer le contentieux. Quels sont les recours possibles du locataire? Alors, comme je le précisais tout à l'heure, vous avez 3 textes. L'article 1719, qui est une obligation de délivrer un logement décent, l'article 6 de la loi du 6 juillet 89 et l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 89 qui expose ou qui précise à tout le moins les démarches que doit faire le locataire lorsqu'il considère que son logement est indécent et qu'il ouvre droit à la saisine éventuelle de la commission de conciliation, mais ce n'est pas un préalable à la saisine du tribunal et bien évidemment la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts en cas de défaillance de ce dernier. Alors, cet article 20-1, il est très clair. Déjà, que doit faire le locataire? Le locataire, quand il constate l'indécence du logement sur certains postes, il doit écrire à son propriétaire pour l'en informer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, soit le bailleur accepte les désordres constatés et y remédie. Dans ces conditions-là, ils stigmatisent tous deux un accord par écrit avec les désordres, les travaux à réaliser, mais également la durée d'exécution de ces travaux. Et l'histoire s'en arrête là. Ou si le bailleur persiste à ne pas réaliser les travaux parce qu'il les considère mineurs, le locataire, par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 89, doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ce dernier à réaliser les travaux et passer un délai de 2 mois si le bailleur n'a pas réagi. Il doit soit, ce que je disais il y a quelques instants, saisir la commission de conciliation, soit saisir le tribunal pour que le tribunal statue, c'est-à-dire faire condamner le bailleur à réaliser les travaux sous astreinte éventuellement, voire prononcer la résiliation du bail éventuel au tort exclusif du bailleur,
Et bien évidemment, ce que demandera nécessairement le locataire, c'est des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance éventuellement subi. Voilà. Donc ça, c'est la démarche que doit faire le locataire. Mais d'une manière générale, que fait le locataire? En premier lieu, le locataire, même si ce n'est pas légal, et là je vais y revenir, il suspend immédiatement le paiement des loyers, demeurant l'absence de réponse du bailleur. Ça, c'est la première chose. En principe, il n'a pas le droit de le faire. Deuxième chose qu'il va faire les 3/4 du temps, soit en cours de procédure de constatation de la résiliation du bail et expulsion, le locataire va saisir l'ARS et on se retrouve dans des procédures en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, avec des constats de l'ARS mettant en exergue certains désordres dans le logement loué. L'ARS donc, va convoquer le locataire, va faire un constat. Alors là se pose un problème que l'on a régulièrement, c'est le problème du contradictoire. Pourquoi? Parce que l'ARS n'a aucune obligation de convoquer le bailleur. Pourtant, il devrait le faire. Mais l'ARS ne le fait jamais, c'est-à-dire que ça ne se fait pas, le constat que l'ARS va faire ne se fait pas au contradictoire du bailleur. Donc le bailleur, lui, il va recevoir une mise en demeure en suivant de la préfecture ou de l'ARS, le mettant en demeure de faire tels travaux sous tel délai il n'a pas pu apporter ses explications. Donc, une fois que le rapport est transmis, il est établi plutôt, il est transmis à une commission auprès du préfet et c'est cette commission qui va prendre une décision concernant éventuellement un arrêté d'insalubrité et surtout mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux nécessaires dans le logement. Alors, la loi ALUR a prévu que la CAF peut se saisir automatiquement des problèmes d'indécence de par le rapport de l'ARS et de la notification qui est faite par le préfet. Et également, la CAF a la possibilité de mettre en demeure le bailleur de réaliser sous un délai en principe maximum de 18 mois les travaux et surtout a la possibilité de suspendre, à tout le moins de consigner les loyers pour que la CAF, l'APL, la location logement, ne soit plus versée directement au bailleur tant que les travaux ne sont pas réalisés. Voilà. Voilà un peu la procédure que peut faire le locataire dès lors que son logement est déclaré indécent. Ça, c'est un premier point. Je souhaiterais faire, moi, une parenthèse. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 5 ans à peu près, très peu de procédures étaient engagées. En fait. Très peu de procédures étaient engagées pour l'indécence du logement. Mais avec l'évolution de la législation, Madame Tourny vous l'a rappelé et du moins explicité, on se retrouve de plus en plus avec des contentieux en matière de logement indécent. Ça devient une nouvelle mode. Et que feront les locataires, quand je vous le disiez tout à l'heure, ils vont essayer de se faire justice à eux-mêmes, si bien évidemment ils n'ont aucun retour du propriétaire, et ils vont interrompre le paiement du loyer. Alors, la suspension du paiement du loyer, elle n'est pas acceptée par le juge. Elle n'est pas acceptée, pourquoi? Parce qu'elle est illégale, je vais dire, infondée, et la jurisprudence est très claire, les décisions de justice sont très claires à ce niveau-là. Le locataire ne peut suspendre le paiement des loyers, quand bien même il aurait raison sur les postes de désordre qui sont avérés, je vais dire, dans le logement, il ne peut suspendre son loyer tant qu'une décision de justice ne l'y a pas autorisé. Et surtout, tant que le logement est habitable. En clair,
Ce que je veux dire, et là c'est relativement important, ni l'existence d'une contestation, par exemple, sur le prix du loyer, ni l'existence d'une contestation sur des travaux de réparation qui n'ont pas été entreprises par le bailleur, n'autorise le locataire à ne plus payer son loyer. Et la jurisprudence, donc, est claire là-dessus. La seule exception que le législateur, du moins que les tribunaux admettent, c'est quand le logement est déclaré totalement indécent et donc totalement inhabitable. Dès lors que le logement est pour partie habitable, le tribunal sanctionne automatiquement les locataires qui n'ont pas payé leur loyer et charges. Mais attention, les locataires sont sanctionnés, mais les bailleurs le seront également dans le cadre d'une procédure en parallèle ou dans la même procédure en fonction des éléments du dossier. Le bailleur sera également condamné pour le préjudice de jouissance qu'il a occasionné aux locataires de par ses défaillances dans le cadre de l'obligation de délivrer un logement décent. Voilà. Donc, l'exception d'inexécution, ce que nous appelons en droit l'exception d'inexécution, elle est très strictement appliquée par la jurisprudence et hormis le cas de l'inhabitabilité, excusez-moi, totale du logement, elle n'admet pas la résiliation, elle admet la résiliation du bail pour impayé de loyer. Voilà, je voulais préciser ces points. Très bien. Un propriétaire de bonne foi peut-il se défendre dans toutes ces situations? Tout à fait, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de locataires qui, en plus de ne pas payer les loyers et charges, vont refuser l'accès, par exemple, de leur logement aux entreprises mandatées par le bailleur. Donc, l'intérêt, toujours, d'avoir des écrits. L'intérêt de donc, mettre en demeure le locataire de laisser pénétrer l'entreprise dans les lieux, le cas échéant avec un témoin, ou de faire dresser un constat d'huissier le cas échéant, mais toujours d'avoir un écrit. Un écrit, l'écrit ne s'envole pas, la parole s'envole. Donc, toujours faire des démarches pour que l'on puisse justifier ensuite auprès du tribunal les diligences qui ont été faites. Donc, oui, la bonne foi du bailleur est prise en compte. A contrario, les tribunaux peuvent-ils reconnaître la mauvaise foi du bailleur et en ce cas, quelles sont les sanctions? Ah oui, tout à fait. Après, il y a des marchands de sommeil aussi, donc il ne faut pas éluder, il ne faut pas dire que tous les bailleurs sont de bonne foi. Oui, la mauvaise foi du bailleur peut être en effet retenue à diverses reprises parce qu'ils ont été taisants, ils n'ont pas répondu aux mises en demeure qui leur ont été adressées, considérant que leur logement est la dernière merveille du monde. Et voilà, donc oui, la mauvaise foi du bailleur peut être retenue et est souvent retenue en matière de référé. La procédure de référé devant le tribunal, c'est ce que nous appelons, nous, une procédure d'urgence. C'est-à-dire que après le commandement de payer qui est délivré dans le cadre de non-paiement des loyers, on saisit le juge dans le cadre d'une procédure d'urgence pour faire constater la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Pour saisir le juge dans le cadre de cette procédure accélérée, il faut qu'il y ait la notion d'urgence. L'urgence, le non-paiement des loyers, en principe, est une urgence. Il faut également qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse pour que le juge puisse statuer. Et là, l'indécence, dès lors que l'indécence du logement est soulevée, le juge des référés souvent retient d'une part la mauvaise foi du bailleur, mais également rejette la demande de résiliation du bail pour contestation sérieuse. Merci, maître. Pour conclure, Madame Tournier, quels conseils donneriez-vous à nos adhérents confrontés à cette situation ou en tous les cas qui sont sur le point de mettre un logement en location? Alors, avant la mise en location d'un logement, il faut systématiquement vérifier les critères de décence,
même si, et je dis bien même si, le logement paraît parfois en parfait état pour la relocation. Et cette obligation concerne aussi bien les propriétaires bailleurs privés que les professionnels, je le précise, parce que nous avons parfois des problèmes avec des logements qui sont loués par des professionnels. Et toujours aussi pendant le cours du bail, répondre au locataire lorsqu'il invoque un critère d'indécence, un ou plusieurs, ne pas faire la sourde oreille, accepter de constater, c'est-à-dire effectuer une visite à la suite de la demande du locataire, ou en tout cas lui répondre que vous allez envoyer éventuellement une entreprise pour voir quel est le problème. On a beaucoup de problèmes de ventilation, il faut faire très attention à cela parce que la CAF également est assez regardante sur ces problèmes-là. Parfois, une fenêtre ne suffit pas, il faut une ventilation en sus. Donc, après, il y a des problèmes techniques, effectivement, qui peuvent générer des problèmes d'indécence. Maître, un dernier conseil? Je crois que je rejoins Madame Tournier dans toutes ces explications. Réagir. Ne pas rester taisant et faire attention que le temps ne joue pas contre le bailleur. C'est ça. Alors, pour rester dans la même finalité que vos derniers propos, Maître Redonray, nous avons une question d'un de nos internautes qui nous suit là et qui demande ceci: peut-on imputer au propriétaire une indécence d'un logement mal entretenu et comment s'en prémunir? Ça se fera déjà au cas par cas. Et puis en fonction des éléments qui sont apportés par le bailleur et le locataire. Oui, c'est un argument souvent que l'on peut développer dans l'intérêt du bailleur, c'est-à-dire le défaut d'entretien locatif avéré du locataire. Alors, mais ça sera compliqué à en rapporter la preuve. Il faudrait que ce soit un logement totalement neuf à l'origine, et totalement dégradé, prise électrique dégradée, tableau électrique totalement dégradé, pour justifier du défaut d'entretien locatif. Ouais. Et ça se fera au cas par cas. Et bon, après, moi j'ai un problème de cafards dans les logements, parce que la présence de cafards, souvent, c'est un problème d'hygiène, pour partie. Ça peut être des problèmes d'humidité dans les communs, ça peut être la présence de poubelles ou d'éléments d'équipement défectueux, mais aussi la présence de cafards peut être due à un défaut d'hygiène de certains occupants. Donc ça, c'est un réel problème. Alors, nous avons un autre internaute, Françoise Tourny, je me tourne vers vous, mais vous n'aurez peut-être pas la réponse ce soir, qui souhaite avoir des précisions sur les critères de luminosité d'une pièce. Est-ce que vous avez des éléments palpables à nous donner? Alors, bien sûr, c'est plutôt la jurisprudence qui va nous les donner. Je ne sais pas si on a de la jurisprudence. La seule chose, c'est le décret sur la décence que j'ai cité tout à l'heure et qui parle d'un éclairement suffisant. Après, s'il y avait un litige à ce niveau-là, je pense, vous allez me dire si je dis seule une expertise judiciaire, seule une expertise judiciaire, voilà, pourrait dire ce qu'il en est, sachant que le juge garde quand même un pouvoir souverain, mais que l'expert, bien évidemment, va donner les éléments techniques au juge qui vont lui permettre de pouvoir décider. Oui, c'est une question très compliquée parce que ça, c'est vraiment déjà, encore une fois, c'est au cas par cas. Et puis, ça dépend de tellement de critères, de confort, d'habitabilité. Seul un expert judiciaire pourrait… Est-ce que c'est un logement ancien? Est-ce que c'est un logement neuf? Voilà. Très bien. Une toute dernière, alors je ne sais pas si l'une ou l'autre pourrait y répondre, vous allez nous dire. Voici la question: si les loyers sont confisqués par la caisse d'allocation familiale pour un logement indécent, que se passe-t-il lors d'un changement de propriétaire? Alors, on aurait bien aimé que la caisse d'allocation familiale soit représentée ce soir, parce qu'elle aurait pu répondre effectivement à cette question. Mais d'un point de vue juridique, lorsqu'il y a une cession, c'est-à-dire lorsqu'il y a une vente, le nouveau propriétaire est lié
par les droits attachés au bien qu'il achète. Donc, logiquement, le nouveau propriétaire devrait être dans les mêmes conditions que son vendeur. Dites-moi si oui, vous sauf pensez. clause particulière Voilà. dans l'acte authentique de vente. Ils peuvent mettre des clauses particulières, c'est-à-dire la réalisation des travaux par l'ancien propriétaire et la prise en charge d'éventuelles procédures qu'engagerait le locataire. Par l'ancien pro. Exactement. Donc, ça dépend des accords pris devant le notaire par les vendeurs et acquéreurs. Je vous remercie, Maître Redonray et Madame Tournier-Salès, pour vos interventions. Je vous précise que notre prochain rendez-vous de l'immobilier aura lieu le mercredi 7 avril à 17 h et portera sur la question des placements financiers à considérer en 2021. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.